Amis de TV Liberté, nous filons au cinéma, Maxime et moi, et nous aurons dans un petit coin de notre esprit les propos de Frédéric Pic, qui m'a par téléphone communiqué ses avis. Alors vous avez un beau film, tout frais, sorti. Oui, alors qui n'est pas le film de la semaine. Hein. Le film de la semaine, c'est évidemment DSK2, l'affaire Baupin, qui est la version terroir, hein, puisque c'est la même que l'original, mais sans la police américaine. C'est donc une production exclusivement française, alors que le premier était plus riche, Maxime, avec une production internationale. Attendons le film qui sera fait sur le sujet. Je pense que les entrées seront beaucoup moins nombreuses que pour le premier. Est-ce qu'on prendra Depardieu pour faire Denis Baupin ? La question est lancée. Bon. Non, pour moi, parmi les moissons de la semaine, pour moi, le meilleur de la semaine, c'est Monsieur Holmes. Voilà. Monsieur Holmes, qui est, comme chacun l'aura compris, une évocation de Sherlock Holmes, hein, le fameux détective, aborde les choses d'une façon tout à fait audacieuse, puisque contrairement aux 1001 résurgences qu'on a pu voir au cours des 70 dernières années sur Sherlock Holmes, là, on suit un Monsieur Holmes, qui est un vieux monsieur, presque grabataire, en voie de sénilité avancée, qui vit dans une maison reculée au fin fond de l'Angleterre, à côté de la mer, avec ses abeilles, sa gouvernante et le fils de sa gouvernante. Donc c'est une fiction sur la fiction du personnage. Une fiction qui invente une fin de vie au personnage de fiction qu'est Sherlock Holmes. Voilà. Donc c'est essentiellement un huis clos. Puisque, en fait, on est dans un huis clos avec quelquefois des flashbacks sur le passé, et on suit Sherlock Holmes qui donc essaye de reconstituer une de ses dernières enquêtes dont il a oublié la fin et dont il essaye de se souvenir. On va pas dire plus. C'est évidemment de belles images, c'est extrêmement bien joué par l'acteur principal qui est très bon. Très bon dans ce rôle de grand-père qui en même temps essaye de passer le flambeau. Il y a une espèce de sentiment filial avec le fils de la gouvernante qui est un petit Anglais mignon, rusé, intelligent qui essaye de grandir. Et puis, c'est un Sherlock Holmes qui est donc un vieux monsieur grabataire, un vieux monsieur sénile, et qui néanmoins reste digne, plein de joie de vivre. Bon. Il y a notamment un moment que je trouve tout à fait évocateur dans le film, qui est pas du tout le moment le plus intéressant, mais on voit Sherlock Holmes qui est en train de dormir sur son fauteuil comme ça, et il entend la gouvernante qui revient du marché avec son fils, et il entend du bruit, et donc il se ressaisit, et il rouvre son livre, vous savez, puis il se remet en selle comme s'il était en train de lire depuis toute la journée. Donc c'est très vrai. Hein, c'est très vrai comme ça. Oui, et pour moi, c'est vraiment un film plein de poésie, plein de bonheur, un peu tragique aussi, hein, parce qu'il y a des éléments, il y a des moments où on a un peu peur. Bien sûr, oui. Voilà, donc c'est la fin d'une vie. C'est la fin d'une vie. Une fin de vie. Donc Monsieur Holmes, que vous voyez sur nos écrans. Voilà. Un autre film que j'ai vu, deux autres films que j'ai vus, et vous avez vu aussi, Dalton Trumbo. Alors, donc cette histoire. Peut-être parler d'un film beaucoup moins bon qui est Adopte un veuf, qui est la version française de la fin de vie, hein, et c'est amusant parce que ça sort en même temps que Monsieur Holmes. Et là, c'est l'histoire d'un veuf joué par André Dussolier qui vit tout seul dans ce qu'on nous présente comme un grand appartement, et un peu par hasard, une jeune étudiante un peu vulgaire va finir par vivre en colocation avec lui. Le tout se transforme en colocation à 4. Donc c'est une espèce de dérive sur la société postmoderne qui réduit les gens à la colocation parce qu'ils n'ont plus les moyens de vivre, blablabla. D'ailleurs, c'est une idée politique du moment. Hein. Il va falloir partager les grands appartements vont être partagés exactement comme ça s'est passé à Moscou en 1917. Et en Roumanie communiste sous Ceausescu. Enfin bref. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Évidemment, tout le monde s'aime à la fin. C'est coproduit par TF1. Alors, c'est toujours intéressant, les coproductions TF1, parce que c'est très politiquement correct. C'est-à-dire que vous avez le gentil monsieur, alors c'est un bourgeois, mais pas trop. Vous voyez, par exemple, il a des drames. Hein, sa femme est morte, il n'a pas eu d'enfant. Bon. Mais il était médecin. Il faut qu'il s'excuse d'être riche et d'avoir un grand appartement. Dans un grand appartement qui n'est pas non plus gigantesque, il n'y a rien d'extraordinaire. Dans un bon quartier, mais indifférencié. Hein, ça pourrait être aussi bien le 5e que le 17e, on n'en sait rien. Il y a cette étudiante qui est un peu l'étudiante à vie, type 27 ans, étudiante en cinéma, mais à moitié serveuse. Il y a l'avocat
divorcé, mais gentiment divorcé, qui s'entend quand même bien avec son ex-femme. Et puis, alors, il n'y a pas de personne de couleur. On voit à un moment une personne qui est juive et c'est abordé, mais lui, il ne sera pas retenu dans la colocation parce que c'est une caricature du juif. Donc, tout ça est très neutre. Des religieux, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de problème de sexualité, il n'y a pas de... Voilà, tout est neutre. Tout est parfait, tout le monde finit bien, tout est heureux. Ça fera un bon lundi soir TF1, à défaut de Joséphine Ange Gardien. Bien. Et donc, en fait, non mais ce qui est intéressant, c'est de faire dialoguer ce film avec Monsieur Holmes. Vous avez d'un côté le film anglais qui traite la fin de vie d'une manière magistrale, et de l'autre, un film français qui traite la fin de vie comme une espèce de bouffonnerie assez pathétique. Alors, on passe pas un mauvais moment, mais très franchement... C'est pas la peine de dépenser 10 € pour aller le voir au cinéma. On peut éviter. Alors, un autre film qui, lui, est un film américain, donc Dalton Trumbo, qui est l'histoire d'un scénariste qui a remporté un grand nombre de distinctions. Et notamment 2 Oscars. 2 Oscars, puisque c'est le scénariste, excusez du peu, de Vacances romaines, qui est un film culte, de Exodus et de Spartacus. Entre autres choses. Et Johnny s'en va en guerre. Exactement. Alors, c'est ce scénariste qui avait un caractère trempé, qui était très insolent, très provocateur. Et de gauche. A proclamé qu'il était communiste. Manque de bol, c'était le moment... Juste après la Seconde Guerre. C'est juste après la Seconde Guerre, et c'est le moment où se déclenche, organisée par un certain McCarthy, une grande propagande pour chasser le danger communiste. Absolument. Et alors ça, c'est très intéressant parce qu'on voit une société qui devient hystérique et qui va mettre en prison notre scénariste. Alors qui d'abord le met sur liste noire, c'est-à-dire une liste où on interdit à ces gens de travailler, et ensuite, comme il refuse, parce que le Congrès interpelle ces gens et les audite, et il refuse de répondre, ou en tout cas répond par la boutade, et du coup il se retrouve en prison, et ensuite interdit de travailler. Et donc en fait le film est amusant parce que on va voir quels sont les subterfuges qu'il utilise pour continuer à travailler, parce que c'est quand même son gagne-pain. Et comme il est génial, les grandes compagnies ont besoin de lui. Exactement, enfin, ça se fait quand même sur la durée, et notamment le fameux Vacances romaines, il a en fait donné le scénario à un de ses amis, qui a donc reçu l'Oscar, et c'est seulement quelques décennies plus tard qu'on a réattribué l'Oscar à Dalton Trumbo. Et ensuite, c'est grâce à, comment s'appelle-t-il, Kirk Douglas dans Spartacus, et Otto Oppenheimer, qui est le producteur d'Exodus, qui ont exigé et on le voit dans le film, qui ont exigé que Dalton Trumbo soit crédité au générique du film, que du coup il a réussi. Et ils font lever les fatwas. Alors, c'est assez terrorisant comme film, parce que ça donne la mesure de ce que les Américains sont capables de faire quand ils se mettent à partir dans un combat moral. C'est la police de la pensée. C'est la police de la pensée, telle que on la connaît en France aujourd'hui. Absolument, et qui peut s'appliquer. Là, ça s'applique aux communistes ici, qui sont d'ailleurs des communistes soft. C'est des communistes très soft. Qui aiment quand même vivre dans une villa avec majordome à Los Angeles, parce qu'il ne faut quand même pas trop plaisanter non plus. Mais cela dit, il y a un moment dans le film qui est très intéressant quand le Dalton Trumbo applique, si j'ose dire, la règle aux autres. Et quand on dit, imaginez que demain le gouvernement débarque chez vous et vous dise, vous êtes démocrate, êtes-vous démocrate ? Et alors, si vous êtes démocrate, vous n'aurez plus le droit de travailler. Et connaissez-vous d'autres démocrates? Donnez-nous le nom d'autres démocrates. La règle de la dénonciation. Et je pense que après les événements du type, par exemple, les veilleurs, un certain nombre de personnes qui nous regardent sauront que ce genre de police de la pensée s'applique dans de nombreux pays, y compris des pays d'Europe occidentale de l'Ouest, qui s'arrogent pourtant le droit de défendre les droits de l'homme et de donner des leçons de droits de l'homme à peu près à tout le monde. Et les États-Unis le font également. Et donc c'est une vraie leçon sur la liberté de penser et de travailler, qui est quand même un droit fondamental, y compris aux États-Unis. Alors, et donc ce film
aborde le sujet avec très intéressant et joué par des acteurs remarquables. C'est vraiment très intéressant. Et puis ça nous plonge dans l'univers du cinéma des années 40, 50, 60, qui sont évidemment des années formidables. Venons au troisième film présenté ce matin, Trax, qui est l'histoire, l'aventure assez extraordinaire d'une Australienne qui a, dans les années 60, qui a traversé l'Australie de part en part avec 4 chameaux, 3 adultes et un bébé chameau. C'est très intéressant parce que les films d'aventure sont toujours intéressants, parce que cette fille soigne ses mauvais souvenirs, puisque c'est une pauvre fille dont la mère s'est pendue et dont le père est parti en aventure, en tout cas ne s'est pas occupé de sa fille, qui a dû abandonner son chien. Donc elle soigne ses mauvais souvenirs par ce projet extraordinaire. Et elle est touchante parce qu'elle est très énergique, elle est intelligente. Et ce que j'ai trouvé d'inouï, c'est qu'elle ne connaît rien au chameau, mais elle va obéir à ceux qui lui donnent des conseils. Il y a 2 conseils qui vont lui être donnés. Je laisse aux téléspectateurs le soin de les repérer. 2 vieux messieurs qui ont le savoir, un éleveur de chameaux et un arborigène. Et elle va obéir à ces 2 conseils et bien lui en prendra. Voilà. Donc c'est un joli film, grand film que je suis allée voir, vous pas encore, mais Frédéric aussi est allé le voir et il m'en a parlé. C'est La résurrection du Christ. Donc ce film qui nous vient des États-Unis, qui est distribué en France par Sage, vous savez, c'est ce distributeur qui a distribué les Christéros. Absolument. Qui nous habitue à des bonnes diffusions. Et ce film est assez étonnant. Alors c'est un péplum, on est vraiment à Jérusalem. Nous sommes à Jérusalem au soir de la mort du Christ. Et Pilate demande à un centurion, Clavius, de retrouver. Le corps a été déposé, descendu de la croix, et le corps du Christ, et Pilate exige de son centurion qu'il surveille bien la tombe pour qu'il n'y ait pas de résurrection, parce que, soi-disant, l'empereur va arriver de Rome et il ne faudrait pas que tout ce désordre soit connu de l'empereur. Alors, c'est une vérité historique qui me semble un petit peu nébuleuse. Il y a quelques fautes historiques, ça c'est évident, mais ça reste quelque chose d'étonnant, puisque c'est l'enquête d'un athée. Le centurion romain sacrifie au culte de Minerve. Il a sa petite statue de Minerve et il lui demande de gagner les batailles. Mais la personnalité de ce centurion est extrêmement intéressante. D'abord, il est là de verser le sang, il est là d'enterrer ses amis, il est là de faire la guerre. Et on a l'impression que le crucifix, le Christ crucifié, c'est en quelque sorte le mort de trop. Et il va mener l'enquête, et il va découvrir le Christ ressuscité au milieu des apôtres. Et je n'en dis pas plus parce que je trouve que c'est important à savoir. Alors, cette enquête, elle a d'abord, elle est autant, enfin, évidemment, Clavius n'existe pas, mais il y a un centurion dans l'Évangile, de Saint Luc. C'est un centurion dont l'esclave est malade. Et il fait demander au Christ de venir guérir son esclave. Et c'est ce centurion qui dit « Je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dites seulement une parole et il sera guéri. » Donc c'est quelqu'un d'important, ce centurion. Et je sais
que Frédéric Pic me l'a dit, que cette démarche de l'athée, de celui qui ne croit en rien, et en tout cas pas dans le Christ, est touché. Et donc, cet aspect du film est extrêmement important. Alors, il y a des critiques, évidemment. Dans l'émotion, il y a une scène très émouvante, c'est quand Clavius, au milieu des apôtres, dit aux apôtres « Je ne sais pas ce que je peux demander au Christ ». Et il se trouve que le Christ, lui, devine ce que Clavius voudrait. Ça, c'est très beau. Alors, il y a bien sûr quelques défauts, des défauts réels, il y a des défauts, historiques. Il y a un défaut qu'a souligné mon amie Stéphanie Bignon, c'est un film assez protestant. Il n'y a pas de femme, Marie est évacuée. Quant à Marie-Madeleine, elle est traitée absolument comme moins que rien. Ce qui est complètement faux, puisque Marie-Madeleine est celle qui se dirige vers le tombeau qui est ouvert. Donc, la place des femmes est toujours... Elle est traitée de prostituée, ce que n'était pas Marie-Madeleine. Marie-Madeleine était une femme de grande lignée à Jérusalem, qui, rappelons-le, dépense presque tout son argent pour acheter une bouteille de parfum et la répandre ce parfum sur les pieds de notre Seigneur. Et puis, Judas n'est pas là non plus. Ce qui est un peu curieux, Judas, vous le savez, c'est le financier de la bande. Donc c'est un peu malheureux. Alors une autre critique, alors là qui est assez un peu idiote, le grand journal, vous savez qu'il y a deux grands journaux catholiques en France, il y a La Croix qui fait beaucoup de bruit, qui est très important. Alors là, le journaliste de La Croix a dit que c'était mauvais, avec des arguments assez marrants. Les mouches volent au-dessus des charniers, la sueur et la crasse sont partout. Évidemment, la Passion du Christ, c'est tout de même pas toujours un tableau de Botticelli ou de Raphaël. Donc vraiment, et d'ailleurs, il n'avait pas aimé non plus La Passion de Mel Gibson. Oui. Donc c'est des gens, il faut leur donner des choses raffinées. On connaît au moins son point de vue. Voilà. C'est-à-dire que c'est plus facile de suivre. Imaginez tout. Il y a un autre grand jeu. La Passion du Christ, c'est bien, mais à Rome. Oui, voilà. Et puis surtout sur un tableau, sans odeur, sans... Et dans un joli bâtiment, et avec des jolis tableaux de Tiepolo qui font le chemin de croix. Et le deuxième quotidien étant présent et qui n'a pas encore donné son avis dessus. Mais moi, je vous donne le mien. C'est un film que j'ai trouvé efficace, c'est un film que j'ai trouvé prenant. J'avais très peur, voir le Christ représenté, les apôtres, on est quand même un peu inquiet. J'ai trouvé que c'était un instrument d'évangélisation. Je pense que pour les catholiques qui sont pétris de cette histoire, peut-être pas, mais pour ceux qui n'ont jamais abordé cette histoire, et puis comme dit Frédéric Pic, c'est tout de même réaffirmé aujourd'hui, en 2016, la vie et la mort de notre Seigneur, vie historique. Donc, ce film est, à mon avis... à voir néanmoins. À voir. Voilà. Et il faut en parler autour de soi, parce que plus nous irons le voir, et plus il restera en salle, et plus donc il pourra continuer à faire son œuvre d'évangélisation, ce qui est en fait ce que nous demandons à ce film. Voilà, Frédéric, voilà Maxime. Et je rappelle, je résume, nous vous invitons à voir Monsieur Holmes, Dalton Trumbo, Thrax, et enfin La résurrection du Christ. Et comme d'habitude, il n'y a aucun film français. Merci. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exception culturelle française. Nous avons déjà 4 films très beaux, Maxime, ne soyons pas trop difficiles. À très vite, chers amis de TV Liberté, pour une nouvelle séquence de cinéma.
Chers amis de TV Liberté, pour cette rubrique L'art en beauté, nous partons au Louvre où il y a en ce moment une exposition très belle sur Hubert Robert. Et nous avons choisi un guide qui nous a paru parfaitement indiqué pour suivre les peintures de cette exposition. C'est un peintre, un grand peintre lui aussi, Jean-Marc Vinclair, que vous connaissez puisque nous l'avons reçu à cet écran. Bonjour Jean-Marc Vinclair. Bonjour Anne. Je vous vois très bien dans l'équipe d'Hubert Robert, de Fragonard, de Piranèse. Je me trompe? Vous ne vous trompez pas particulièrement parce que lorsque juste après le Bachot, j'ai passé 3 fois 2 mois, à Rome. Le mois de mai et le mois de juin. Mon cousin Germain était diplomate à Rome. Oui. Et je partais me balader dans la ville. Voilà. Et il habitait à côté du Palatin. Et ben voilà. Donc, le Palatin, l'Aventin, la fortune virile. Et je dessinais indifféremment l'arc de Septime Sévère, les ruines du Capitole, ou les églises baroques. Et bien voilà. Et bien voilà. Mais là, ce qui est très amusant, c'est que Rome a fasciné aussi, dès le XVIIe siècle, par la splendeur de ses palais, dès même le XVIe siècle, oui. Et que un des plus connus, et qui n'a rien à voir avec Hubert Robert, parce qu'il vient des Flandres, vient de Hollande, c'est Van Vitelli. Oui. Et qui, lui, a dessiné la Rome moderne. Du temps. Et son frère a dessiné le palais royal de Caserta pour le roi de Naples. Voilà. Et là, Hubert Robert lui-même est parti à Rome avec son copain Jean Honoré. Très jeune. Très jeune. Très jeune, oui. Jean Honoré, Fragonard. Tout le monde n'est pas assez intime avec Fragonard pour l'appeler par son prénom. Jean Honoré, oui. Pour lequel vous avez des tendresses aussi. J'ai des tendresses pour certaines choses. Il est peut-être, d'ailleurs, quand on regarde les catalogues de l'un et de l'autre, on se prend à dire, oui, mais au fond, Hubert Robert nous sert ceci, nous sert cela. Et puis on se dit, oui, mais il travaille quand même ces sujets avec une conscience. Et quelquefois, on voit des Fragonards, on se dit, mais enfin, il a fait ça en 10 minutes. Ce qui fait d'ailleurs le charme de la chose. Mais Hubert Robert n'a pas fait beaucoup de scènes d'intérieur. En tout cas, il y a une amitié entre deux, une admiration réciproque. Et une émulation. Et une émulation réciproque. Alors, cette exposition lui rend hommage. Il faut y aller et vite parce que l'exposition va fermer. Cette exposition lui rend hommage parce qu'en fait, pour moi, Hubert Robert, c'était les quelques grands tableaux qu'il y avait dans la grande galerie du Louvre, avec deux tableaux en particulier, une galerie du Louvre effondrée. Effondrée, oui. Le toit, sans toit. Le toit, la galerie du Louvre en ruine. C'est-à-dire le Louvre tel qu'en fait il l'a trouvé après la Révolution, où tout a été massacré. Oui. Alors, il l'a peut-être pas trouvé aussi abîmé, mais c'est un symbole des désastres révolutionnaires sur l'art, comme font d'autres aujourd'hui. Je pense que Gengis Khan et Attila l'ont pas fait aussi bien. Si, il y a d'autres gens qui ont fait aussi bien, Jean-Marc Vinclair. Il y a les iconoclastes protestants qui ont été, de grands barbares, dans l'Europe du XVIe siècle. Ça a été vraiment effrayant. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a d'autres grands barbares que sont Daesh, qui font exploser beaucoup de choses. Bon. Mais restons sur Hubert Robert. Alors, Hubert Robert, c'était donc ces tableaux sur le Louvre et quelques tableaux qu'il y a aussi au Louvre sur ce qu'on appelait les antiques, c'est-à-dire des ruines. Des ruines. Alors, c'est vrai que quand on habite à Rome, et quand on a habité pendant 8 ans à Rome, et qu'on a connu les Piranèses, qu'on a connu... Dont il était ami. Oui, Piranèse. Et l'élève. Et puis aussi l'autre, là, Panini. Oui. Giovanni Paolo Panini. Oui. Architecte, lui aussi. Je ne sais pas s'il avait une formation pour être architecte, mais il connaissait bien son architecture. Oui.
on voit une parenté de sujets. Mais quand on va se balader dans la campagne, bah, on voit un aqueduc, on voit les pyramides, ou même, parce que le centre des 7 collines de Rome, c'est un petit peu la campagne quand même. Et là, il y a des ruines. Et puis, il y a cette chose extraordinaire qu'il a d'ailleurs résumé avec le Colisée, c'est l'avancée du Panthéon. Là, on a l'avancée du Panthéon, on a... Vous voulez dire le Caprice? Oui, le Caprice. Alors, le Caprice, c'est Paris. Il a fait ça à Paris. Alors, le Caprice, c'est fantastique parce qu'il a mis... alors, rappelez ce que c'est qu'un Caprice. Un Caprice, c'est quand on met ensemble des édifices qui ne sont pas géographiquement au même endroit. Et c'est le pouvoir tout-puissant de la fantaisie d'un peintre qui prend une scène archi-connue, une ville archi-connue. Il y a beaucoup de peintres qui ont peint des caprices à Venise. Et qui peignent des ponts là où il n'y en avait pas. Enfin, c'est très étonnant. Il en a même fait un de Paris qui est extraordinaire. Alors, le Caprice de Paris, en effet. Le Caprice de Paris on voit donc Sainte-Geneviève, parce qu'à l'époque, c'est encore Sainte-Geneviève. Ce n'est pas le Panthéon. On a la colonnade du Louvre. On a la colonnade du Louvre. On a la porte Saint-Martin ou la porte Saint-Denis. Oui. Et puis, on a la fontaine des Innocents, il me semble. Oui, absolument. Mais c'est magnifique, ces deux tableaux. C'est très, très, très joli. Et la statue équestre de Louis XIII, qui a disparu depuis. À qui est où la statue équestre? Elle est sur ce tableau. Elle est sur ce tableau. Je me suis demandé qui c'était. C'est la statue équestre. Alors... il me semble me souvenir qu'à Rome, il avait fait des statues équestres de Marc Aurèle. Alors, la statue équestre de Marc Aurèle, il a aussi peint. Il a même peint un tableau où on tend du linge, ça va de Marc Aurèle à une colonne. Oui. C'est assez amusant. Oui. Alors, les scènes intimistes, j'ai envie de dire, il anime ces ruines avec des petits personnages. Le petit peuple romain. Le petit peuple romain. Et il y a... l'une des plus jolies scènes, c'est cette étente de linge. Alors tout est sombre, tout est recouvert de végétation, et ce fil entre deux murs, et un flot de linge blanc qui pend, et qui sèche, et donc la lingère devant. Alors, redites-moi ce que vous disiez hors micro. On a l'impression que c'est un personnage qui est échappé d'une toile de Fragonard. La lingère. La lingère, oui. La lingère, elle a cette attitude, elle a cette façon d'être vêtue. Et j'ai eu un moment d'hésitation. Et la courbe de son corps. Parce que elle est tout en mouvement. Dans le grand catalogue, il y a tellement de choses dans cette immense exposition que même en restant 3 heures chaque fois, on se mélange les pinceaux. Donc j'ai pris le gros catalogue. Et alors, quelquefois, je dis, tiens, c'est pas mal, mais c'est assez différent. Ah non, c'est Fragonard. Et là, je dis, ça, c'est peut-être du Fragonard. Non, c'est pas du Fragonard, c'est du Hubert Robert. Alors, des paysages. Des paysages. Des paysages. J'en ai vu des paysages où il y a juste un petit escalier dans un parc avec des beaux arbres, qui n'étaient pas à l'exposition, que j'ai vu chez des privés. Et il était paysagiste. Je dirais qu'il est d'abord paysagiste. Il a un goût pour les paysages. D'ailleurs, il a ordonnancé des paysages, il a ordonnancé des parcs. Comment s'appelle ce château il a été chargé de certains dessins du bassin d'Apollon à Versailles. Ah, ça, je l'avais oublié, oui. Il a eu cette charge, qui était tout de même la charge de Le Nôtre initialement. Oui. C'était pas rien. Il a dessiné des parcs, Ermenonville. Oui, non, mais il y en a un autre dont j'ai entendu parler hier. Et c'est pas Belluré, c'est pas le Bolloré, c'est... Et alors, il a aussi le goût de... Il a un don pour l'eau, les cascades, les rivières. C'est-à-dire, il n'y a pratiquement pas, dans les paysages ouverts, de paysages sans qu'il y ait la présence de l'eau quelque part. Et alors, ce qui est extrêmement curieux, c'est qu'il fait quelquefois des paysages sans architecture. Et par exemple, j'ai le souvenir d'une rivière très encaissée où l'ensemble du tableau est occupé par... C'est les gorges d'Olioul. C'est ça. Les gorges d'Olioul. On voit qu'il y a un petit chemin avec des petits personnages, et en premier plan,
on voit les personnages. Alors, je les connais bien, ces gorges, je les ai reconnus. Ah oui, en plus. Absolument, absolument. Ah oui. Les gorges d'Olioul et puis les sources de Fontaine de Vaucluse. Oui, mais il fallait avoir le culot de faire une grande paroi gris-vert et y arriver sans que ça soit ennuyeux. On va, si vous voulez bien, Jean-Marc Winkler, Oui. rester sur les tableaux que notre merveilleuse technique nous a mis sur ces écrans. Ce tableau est extrêmement symbolique de l'œuvre de Hubert Robert. Pourquoi Jean-Marc Robert? C'est-à-dire, moi, ce que j'y vois là, on a l'impression que c'est une des fenêtres qui donne sur la colonnade du Bernin. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est cette colonnade du Bernin à quelques dizaines d'années ou trentaine d'années. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est immédiatement un Hubert Robert, que ça pourrait être une chose construite à l'époque de l'Empire romain. Et alors, il y a un coup de génie, c'est d'abord, en haut, c'est foncé avec cette petite abside, oui. Et en bas, il y a ce grand drap qui pend. Ce jet de lumière. Ce jet de lumière et de contraste entre ce grand drap baigné de lumière et cette espèce de tertre sur lequel il y a trois personnes en contre-jour. Et on voit qu'il connaissait aussi probablement l'œuvre de Rembrandt parce qu'il joue sur les clairs et les foncés, sur les contre-jours. Et c'est un tableau fascinant. Alors, je ne sais pas du tout quelle est sa taille exacte, mais c'est un tableau fascinant. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est cette image, cette fenêtre, cette ouverture sur le ciel qui est au fond. Oui, alors cette ouverture qui est au ciel... Et il fait ça très souvent. Il joue avec les colonnades ou avec les arcades d'un pont, oui. Et derrière, on voit la lumière. En réalité, il encadre déjà son sujet. Il encadre. Voilà. Il encadre soit par l'arche d'un pont, oui. Soit par une galerie, et on voit à travers les colonnes. Oui. Il adore tout ce qui se passe au bout d'un tunnel. Il a fait des séries d'œuvres et de dessins dans le Colisée, où on a précisément des voûtes. Et alors, au bout de la voûte, il se passe quelque chose. Les fenêtres sont en arcade. Il adore encadrer son sujet, ce qui fait que on se dit, tiens, c'est un Hubert Robert, rien que par la mise en page. Et puis... alors, il est d'une variété dans sa façon d'encadrer. Oui, oui. La fantaisie du Par peintre. exemple, il y a une chose dont je me souviens parce que j'y ai vécu, c'est la Villa Médicis vue depuis la loggia, avec la forme de la loggia à contre-jour, oui. Les 4 colonnes, les 6 colonnes, oui. Et puis le jardin de la villa baigné de lumière. Oui. Oui. Et je peux vous dire que quand on sort de la salle à manger du directeur, moi je restaurais des tableaux dans le grand salon, et quand on sortait, c'était ça. On y est tout de suite. Je savais que vous aviez eu les mêmes expériences qu'Hubert Robert et que vous étiez l'homme de la situation, Jean-Marc Winkler. Enfin, il a peint la Bastille, hein, puisqu'il a vu, il a vécu cet épisode-là. Il a eu des commandes royales et que les révolutionnaires lui en ont voulu, mais je crois qu'ils en voulaient à tout le monde. Ils en voulaient à tout le monde, n'empêche qu'il a terminé en prison. Il a terminé en prison, mais j'ai lu, je crois que c'est dans le gros catalogue, oui. Qu'un certain Hubert Robert qu'on prenait pour lui a été carrément raccourci. Voilà, et oui. Puis ensuite... là, vous savez bien que la République n'a pas besoin de peintres oui. Non plus. Et il a peint très joliment un escalier de la prison de Saint-Lazare. Ah oui, là, ça faudra que je regarde dans le catalogue. C'est oui. très très joli aussi. Mais comment est-ce qu'on lui avait quand même donné des... Alors il a peint sur ce qu'il trouvait, ah oui, c'est ça, oui. des intérieurs d'assiettes. Enfin, oui, il a pris oui. Des matériaux qu'il avait sous la main. Oui. En tout cas... Et après ça, alors, il est devenu directeur du muséum, il a conçu les éclairages zénithaux pour la grande galerie. Oui, et d'ailleurs, tous ces ravissants tableaux... Alors, qu'est-ce que vous appelez un éclairage zénithal? Ça, par exemple. C'est-à-dire qu'il a... vient du zénith, qui vient sans fenêtre. Il a mis des fenêtres, il a percé dans la galerie. Au plafond. Voilà. Au plafond, c'est quand ça vient du zénith. Zénith, absolument. Vous avez le zénith, vous avez l'Occident, l'Orient, et vous avez... le contraire du zénith, c'est-à-dire au sous la terre, le nadir. C'est inouï parce que cette galerie, elle est elle-même une copie d'Antique, avec ses grandes arcades. Oui, mais alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il rend
la distance atmosphérique, la perspective atmosphérique. Oui. C'est-à-dire que le fond de la galerie est immense. On sent l'épaisseur de l'air, l'humidité de l'air. Oui. Et c'est un peu comme quand on regarde des collines dans le lointain qui éblouissent. On a cette sensation d'immensité qui n'est pas seulement due à la perspective linéaire, mais à la perspective atmosphérique, qui a d'ailleurs été inventée par Léonard de Vinci, et qui a fait ce paysage de perspective atmosphérique avec des rochers qui se fondent dans le lointain, oui, dans la Joconde. Et il est le premier, et qui ensuite a été plus ou moins réutilisé par certains peintres, et lui a parfaitement compris la leçon. Et je ne sais pas d'ailleurs si c'est inspiré de Léonard de Vinci, a priori non, mais on a compris qu'avec la distance, les choses perdaient leur couleur, les traits perdaient leur agressivité. Et c'est extraordinaire dans ce... Dans ce tableau. Dans ce tableau et dans les autres tableaux de la Grande Galerie. Les téléspectateurs vont le voir à l'antenne, sur l'écran, Jean-Marc Vinclair. Alors, je vous remercie beaucoup d'être venu pour nous présenter ce grand peintre que j'aime infiniment, et je voudrais rappeler aux téléspectateurs qu'ils doivent aller sur Internet et s'ils avaient raté votre passage à la télévision, oui, à Perles de Culture, retrouver vos peintures qu'ils aimeront, j'en suis sûre, parce qu'il y a ce charme du XVIIIe siècle, ces paysages. Il y a des choses un peu italiennes. Là, il y a plein de choses, bien sûr. C'est tout ce qu'il y a de plus romain. Ah ben, bien sûr, là, c'est un vrai Corot, celui-là. Et puis, ces colonnades, ces arbres. Ça, c'est le forum. C'est le forum, mais voilà, imaginez avec de l'eau. Avec de l'eau, voilà. Vous aussi, vous faites des caprices. J'adore faire des caprices. Sauf dans la vie réelle. Merci beaucoup. Écoutez, Anne, c'était une grande joie de vous voir. Jean-Marc Vinclair, le temps retrouvé, vous le retrouvez sur Internet tout simplement. Et filez vite au Louvre avant qu'il ne soit trop tard, parce que, en fait, tous ces tableaux sont du monde entier, éparpillés dans le monde entier. Dans le monde entier. Et donc, c'est une occasion fantastique. On n'a pas parlé des sanguines, mais il y a une infinité de sanguines, toutes plus jolies les unes, plus éblouissantes que les autres. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc Vinclair. Merci. Ami de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique patrimoniale, nous avons une invitée de classe qui est Véronique Muzio. Bonjour. Bonjour Anne. Vous êtes l'épouse de Santiago Muzio, que nous connaissons puisqu'il est venu défendre ce très beau film qui était Les Cristeros. Exactement. Et vous-même, vous avez eu cette idée très intéressante de créer un jeu de cartes sur le modèle des 7 familles. Et comment vous est venu un jeu de cartes historique avec les dynasties royales françaises? Pourquoi vous êtes assez occupé, vous avez beaucoup d'enfants, vous en attendez un autre, et vous avez trouvé le moyen de caser dans votre emploi du temps cette occupation. Pourquoi, Véronique Muzio? Alors justement, mes enfants sont mon moteur, je crois. Mon aîné a 9 ans et il y a 2 ans, il commençait en CE1 les cours d'histoire. Oui. Et j'ai découvert grâce à lui et grâce à cet apprentissage débutant chez lui, ce que moi je ne savais pas. Et je me suis rendu compte que je ne savais quasiment rien en histoire de France, que j'avais peu appris à l'école et qu'il fallait que je trouve un moyen pour l'aider lui et aider ses sœurs qui arrivent derrière, à prendre goût à l'histoire de France, à aimer ça, à rentrer dans l'histoire et arriver à la visualiser en s'y intéressant et en la faisant sienne. D'où l'idée d'un jeu. Parce que je pense que dans le moment du jeu, en famille surtout, tous nos sens sont éveillés parce que c'est un moment de plaisir. On est généralement heureux de jouer et donc l'intelligence est super stimulée et on a tous des souvenirs d'enfance extraordinaires de moments qu'on passait en famille à jouer.
Et donc, se souvenir de ce moment, c'est aussi se souvenir du contenu du jeu et donc se souvenir de l'histoire de France. Donc, j'imbrique les choses les unes dans les autres. Alors, on commence donc par les Mérovingiens. Exactement. On commence par le commencement de la France. Et par le commencement de la France. Et alors, comment est-ce que vous avez choisi les sujets ? Alors, j'ai pris l'histoire mérovingienne. Donc, le choix de partir des Mérovingiens et de pas commencer par une époque, c'est vraiment pour commencer par le début, parce que ça aurait été trop hasardeux de commencer par un moment plus ancien encore. Soit plus ancien, soit plus intéressant par rapport à la vision populaire des choses, peut-être travailler sur des choses plus proches de nous. Les Mérovingiens sont très peu connus, et pourtant c'est là où tout se passe. Ce sont les fondations. Voilà, c'était les fondations. Moi, ma jeunesse a été marquée par l'anniversaire du baptême de Clovis. Et donc, c'est quand même des choses qui me parlaient et en même temps dont je ne savais pas grand-chose, que je n'avais pas compris pourquoi est-ce qu'on était allé à Reims. Je ne comprenais pas vraiment quel était l'anniversaire qu'on avait fêté. Et donc, voilà. Donc, ça m'a marqué. Pourquoi les Mérovingiens et comment est-ce que j'ai découpé l'histoire? J'ai pris 7 familles, donc 7 périodes importantes de l'histoire mérovingienne. Bien sûr, en faisant des coupes, on ne peut pas tout prendre, mais avoir 7 piliers et que l'enfant puisse se souvenir que chez les Mérovingiens, il y a eu 7 grandes actions et avec des personnages qui ont participé à l'action. Alors, on va les nommer, ces périodes, parce que c'est quand même très important. Alors, tout commence par l'alliance contre les Huns. Parce que les Huns étaient aux frontières, envahissaient la Gaule, et les forces en présence en Gaule, qui étaient les Romains, les Visigoths et les Francs, donc les Visigoths et les Francs étant des barbares, ont retenu l'invasion des Huns. Donc dans le jeu, on va avoir une carte avec Théodoric, roi des Visigoths, une carte avec Mérové, chef des Francs-Saliens, une carte avec Aesius, qui est le général romain. Donc ces trois-là s'allient lors de la bataille des Champs Cataloniques, donc une carte les Champs Cataloniques, contre Attila. Je suis très content parce que grâce à vous, je vois où sont les Champs Cataloniques. Voilà, donc l'idée c'était aussi de réassocier la géographie et l'histoire, parce qu'on apprend des dates, on apprend Tolbiac, on apprend des lieux, mais on ne sait absolument pas où c'est. Tolbiac, où est Tolbiac? Je pense que les 3/4 des gens ne savent pas. Non. Et les Champs Cataloniques, pareil. Donc voilà, remettre tout ça en images pour pouvoir parler aussi à différents types d'intelligence, parce que dans une famille, on a des enfants qui ont différentes façons de mémoriser. Et différents âges. Et différents âges. Donc voilà, le jeu est ouvert dès 5-6 ans, on peut jouer, parce qu'on peut jouer avec les couleurs. Oui. Donc j'ai une fille de 5 ans qui, elle joue et demande la carte numéro 6 dans la famille rose. Et ça marche, donc elle peut jouer avec les autres, parce que les autres comprennent. Ils n'ont pas besoin d'avoir plus de détails. Et par contre, mes plus grands vont me demander justement pour la carte numéro 6, Clotaire II dans la guerre des reines. Donc par rapport aux différents types d'intelligence, on va avoir des enfants qui vont être visuels. Donc pour eux, on a beaucoup travaillé les illustrations pour que l'illustration soit facile à mémoriser. Donc le graphisme est assez épuré, l'image n'est pas trop compliquée, mais il y a des éléments clés pour pouvoir retenir une image. Oui, c'est comme des... C'est comme des icônes, il y a vraiment la signification que vous voulez donner. Il n'y a pas trop de chichi. Non, c'est très simple. Donc pour la mémoire visuelle, ça fonctionne. Vous disiez que c'est un dessinateur de... Alors oui, j'ai fait une très belle rencontre. En fait, j'ai cherché un peu partout un illustrateur qui soit d'accord pour illustrer mon jeu. Or, aujourd'hui, les bons illustrateurs ne travaillent qu'avec des maisons d'édition qui sont reconnues pour être sûrs que leur travail soit diffusé. Parce que leur carte de visite, c'est aussi les livres qui vont se retrouver en magasin. Et donc j'ai tapé à plusieurs portes et je me suis pris beaucoup de portes qui se sont refermées sur moi. Enfin devant moi, et Raphaël Gauthier, c'est le propre des entreprises qui naissent. Voilà. Et Raphaël Gauthier, qui est vraiment un excellent artiste et qui est très réputé sur la place Lyonnaise, qui est professeur dans une école qui s'appelle Émile Cole. Oui, c'est une école de dessin qui est qui est une très très bonne école française et qui est située à Lyon, donc là où nous habitons. Très bien. Et donc cet homme d'une quarantaine d'années m'a fait confiance. Et m'a dit oui, alors que j'arrivais avec des petits croquis, une petite histoire, qu'on ne partage pas forcément les mêmes idéaux, les mêmes opinions politiques, mais il a des enfants de l'âge des miens. Et il a accroché. Et il s'est rendu compte que c'était nécessaire. Alors, prenons l'exemple de Geneviève Protège Paris, c'est quand même très intéressant parce que bon, il y a le dessin où l'on voit les barbares qui attaquent Paris. Et donc on voit notamment les Huns, les armées d'Attila, qui
qui longent la rivière et qui lancent leurs flèches. Il se trouve que j'arrive du Puy du Fou. Vous êtes allé au Puy du Fou? Je suis allée au Puy du Fou. Je rentre du Puy du Fou et évidemment tout cela me parle parce que j'ai vécu l'attaque des Vikings. Ouais. Avec. Alors ça, ce sera pour mon prochain jeu. Ça sera pour parce que l'attaque des Vikings, ce sera sous Charlemagne. Oui, bien sûr. Donc c'est un petit peu après. Donc si on m'aide à financer ce jeu-là, je pourrais ouvrir sur le jeu suivant. Vous avez raison. Et reprendre le thème du Puy du Fou avec l'attaque des Vikings, qui est extraordinaire. Qui est très très bien fait. Oui. Avec Saint Philibert qui sauve ce village. C'est fantastique. Et alors, votre idée, c'est de faire un financement participatif, ça veut dire être aidé par ceux qui achètent déjà tout de suite le jeu, c'est ça? Exactement. Alors, le financement participatif, c'est quelque chose qui est assez récent. C'est finalement de la prévente du jeu via Internet. C'est ça. Donc, j'ai fait une page sur un site de financement participatif qui s'appelle Ulule. Ulule. U-L-E. Ulule.com. Et sur cette page Ulule, il y a le jeu Dynasty, donc le jeu sur lequel je travaille actuellement, et qui est en prévente aujourd'hui à 14 € avec les frais de port inclus. Donc si vous m'aidez en mettant cette somme-là sur Ulule, vous recevrez le jeu dans les deux mois et demi, le temps de réaliser la fabrication. Et si vous en achetez plusieurs, parce que vous avez plusieurs petits enfants dans plusieurs familles, donc vous pouvez en acheter 4 ou 5. Et c'est dégressif par rapport au prix. Après, il y a une possibilité d'envoyer vraiment à chaque adresse différente. Et aussi, il y a des options où on achète un jeu pour soi, mais il y a 15 jeux qui vont être distribués dans des écoles ou dans des associations ou dans des centres, enfin des MJC et autres, pour pouvoir aussi donner ces moyens de jouer à d'autres jeunes qui n'auraient pas forcément l'occasion via leurs parents, via leur famille. Voilà. Très très bien. Et alors, la victoire des pépinides. Alors ça c'est quand même très important parce que je n'avais jamais entendu parler des pépinides. Qui sont les pépinides? On apprend à l'école Pépin le Bref. On ne sait pas d'où sort Pépin le Bref et pourquoi est-ce qu'on parle des Mérovingiens. Et après, il y a Pépin le Bref qui est sorti là comme d'une pomme. Et en fait, les rois mérovingiens deviennent fainéants, décadents, n'assument plus leur pouvoir. Et il y a une famille noble qui est proche d'eux parce qu'associée au pouvoir à l'époque de Dagobert, va commencer à tenir un peu les rênes du royaume. Et en fait, de fil en aiguille, c'est eux qui vont s'avérer être les plus dignes de monter sur le pavois. De monter sur le trône, voilà exactement. Et de pépin en pépin, parce qu'il y a 3 pépins, Pépin de Herstal, Pépin de Landen et Pépin le Bref qui se succèdent, et ben on va arriver à la nouvelle dynastie carolingienne, parce que Pépin le Bref est le père de Charlemagne. Voilà. Et donc tout ça, on l'apprend dans le jeu. Tout ça, et ça reste très accessible même pour des enfants de 6 ans, donc c'est ça qui est assez... à mon avis, c'est la bonne idée du jeu, c'est que les parents se régalent en jouant parce qu'ils apprennent, les grands-enfants retrouvent leur cours d'histoire et donc c'est agréable, et les petits ont une ligne chronologique qui se met dans leur tête et qui va y rester parce que c'est simple en fait. C'est simple en étant compliqué. Alors, toute la série, la famille, si je puis dire, de la victoire des Pépinides, donc on voit Abdelrahman sur le calife de Cordoue sur un destrier magnifique, avec son cimeterre en l'air, en position d'attaque. Un autre sur, évidemment, les Sarrasins qui ont des armées, elles, venues d'Afrique. Et puis, ce fantastique tableau des Mérovingiens qu'on voyait encore quand j'étais petite fille, mais je ne sais plus si on le voit. Je crois qu'on a chanté les Mérovingiens dans les livres d'histoire aujourd'hui. Oui, alors, dans les livres d'histoire aujourd'hui, on les a plus. On n'a plus Clovis, ou alors on a vraiment... En fait, maintenant, on approche l'histoire par thématique, donc je pense qu'on doit avoir Clovis quelque part dans l'Église et l'État, mais on n'a pas, on n'a pas de chronologie. Alors que là, vous rétablissez le roi fainéant couché sur son lit. C'était pas forcément la plus belle partie de la vie des Mérovingiens. Et c'était une image, mais c'est une image qui a marqué des générations d'enfants. Voilà, donc l'idée aussi du jeu, c'était de reprendre des grands schémas populaires, des images qui ont marqué les générations précédentes, parce qu'avant, on pouvait retrouver des images dans ce style dans les tablettes de chocolat, on pouvait retrouver, il y avait vraiment, l'imagerie populaire était présente, enfin l'imagerie historique populaire était présente partout.
Oui. Et depuis, en tout cas, moi, j'ai jamais eu ça. Je pense que depuis la génération de ma grand-mère, donc il n'y a plus rien. Il y a plus rien. On ne vit plus avec son histoire. Alors qu'avant, en 1900, les bâtiments étaient encore peints avec des fresques comme la fresque du Panthéon de Puvis de Chavannes, où on voit exactement ma scène de Geneviève. On a Saint Germain d'Auxerre qui bénit Geneviève, Absolument. qui lui remet une médaille, et Geneviève après va protéger Paris, aussi parce qu'elle a reçu les grâces de cette bénédiction par Saint Germain. Et ça, c'était des fresques populaires du Panthéon. Donc voilà, réinstaurer aussi ces choses sans parti pris politique, c'est juste, c'est ce qui est, c'est ce qu'on a toujours transmis de génération en génération en France, et c'est très important pour nos enfants qu'ils aient aussi ces repères-là, parce que ça fait partie de leur vie, c'est leur vie, c'est aussi Absolument. Leur vie, ils en ont besoin. Et qui ne connaît pas son histoire n'a pas d'avenir, voilà. C'est bien connu. Véronique Muzio, alors vous tapez, chers amis de TV Liberté, vous tapez ulule.com, Ulule comme ululer, ulule.com. Vous avez participé aussi de loin à... Et le jeu ne coûte que 14 €. 14 €, voilà, sur Ulule. Vous avez participé aussi, plus ou moins, à cette belle entreprise de Tétralire, qui est une nouvelle revue pour les jeunes. Alors, j'ai participé plus ou moins, c'est-à-dire que j'ai soutenu, je pense psychologiquement et affectueusement, deux jeunes femmes qui ont une idée extraordinaire, c'est de remettre la lecture des classiques dans les mains des enfants. Et donc, elles ont commencé au mois de septembre cette année à produire des revues qui sont des revues mensuelles pour les enfants de 7 à 12 ans. Donc, ça marche par abonnement et qui propose d'une lecture intelligente aux enfants. Et tout ça en lecture accompagnée, avec des petites aides de lecture, avec des jeux, des bricolages, enfin tout ce qui plaît aux mamans. C'est-à-dire que vous offrez ça à votre enfant et pendant un mois, il est occupé à bouquiner, à bricoler, à colorier et il passe un bon moment. Et en plus, il apprend des belles choses. Et alors, les sujets sont très intéressants puisque bon, celui de Noël, le numéro de Noël, c'était le conte de Tchaïkovski, le conte d'Alexandre Dumas, Casse-Noisette, mise en musique. Et donc après, on peut aussi leur faire écouter la musique. Oui. Et puis, l'avant-dernier encore, c'était, ou le dernier, Brocéliande. Oui, il y en a eu deux depuis, je crois. L'extraordinaire histoire de la forêt de Brocéliande et de tous ces chevaliers de la table ronde. Et ce qui est évidemment une histoire magnifique, avec un très joli graphisme là aussi. C'est des beaux livres, c'est bien imprimé, le papier est agréable au toucher. C'est écrit gros. Oui, pour les enfants. C'est écrit gros parce qu'en fait on n'imagine pas, mais quand c'est écrit trop petit. Alors je vois quand même graphiste Véronique Muzio. Oui, mais... Donc vous avez fait quelque chose. Je les ai soutenus à ma façon, avec mes talents. Et alors, quels sont vos talents? Je vais y arriver. C'est la mise en page Je suis graphiste de profession. J'ai été aux Beaux-Arts, j'ai fait des arts appliqués aussi. C'est ça. J'aime les images. Et alors, donc, c'est les dessins, là? Les dessins, alors les dessins, pareil, Marie Pellissier et Sophie Durand ont fait appel, étant lyonnaises, ont fait appel au vivier de l'école Émile Cole, et je crois qu'elles utilisent aussi cette revue pour mettre en valeur ces jeunes artistes ou des gens qui sortent juste de l'école, et de leur proposer une vitrine. C'est ça. Et alors on trouve ces revues, on tape sur Internet ou on va peut-être donner leur adresse. Édition Alba Verba. Édition Alba Verba. C'est facile à trouver. C'est 20 quai Fulchiron, 69005 à Lyon. Mais on mettra l'adresse Internet sur l'écran. Voilà. Bon, ben, Véronique Muzio, merci beaucoup. Il y a une autre entreprise de financement participatif qui a été créée par la Fondation Aristote. C'est une fondation qui veut promouvoir de bons livres, de bonnes initiatives pour améliorer l'ordinaire de l'instruction nationale qui est pauvre. En fait, oui, aujourd'hui, la Fondation Aristote a créé un
un manuel scolaire oui. pour les enfants du collège. Je crois que c'est de la 5e à la 3e. Oui. Je pense que la 6e n'est pas inclus dedans. Et donc propose un manuel scolaire vraiment de superbes factures et qui va être diffusé via Internet. Enfin, c'est pour que les enfants, enfin, leur objectif, c'est que le plus de jeunes possible puissent avoir accès à cette source. Donc ça va être quelque chose qui ne va pas être imprimé, mais qui va être proposé via des tablettes ou enfin, via un abonnement Internet. C'est ça. Ou même pas un abonnement, via un don en fait. Et donc aujourd'hui, on peut soutenir cette initiative sur le site. Alors c'est encore un site de financement participatif qui s'appelle KissKissBankBank. Ah oui, voilà. oui, ça c'est très amusant. Et donc sur ce site KissKissBankBank, si vous tapez dans la recherche Aristote, vous tombez sur l'appel aux dons de la Fondation Aristote. Et à mon avis, c'est un projet qui est très bien, c'est beau, c'est bien fait. Et aujourd'hui, avoir des gens qui se bougent pour faire des belles choses bien faites et qui soient culturellement intelligentes, il faut soutenir. Il faut soutenir et il faut savoir que l'initiative doit repartir des familles. Oui. C'est les familles qui doivent décider Exactement. Ce que leurs enfants lisent. Et qu'elles transmettent un héritage. Et donc les cartes sont dans votre main, chers amis de TV Liberté, notamment les cartes de dynastie de Véronique Muzio. Nous donnerons toutes les informations sur Internet, sur l'écran. Merci beaucoup Véronique Muzio. Merci de m'avoir reçue. Puis vous viendrez nous parler des prochaines familles. Des prochaines familles. Très volontiers. Puisqu'il y a eu d'autres dynasties. Merci beaucoup Véronique Muzio. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture.